Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créé et animé par André Loez. Vous retrouvez tous les épisodes du podcast, je crois que c'est le 400e qu'on enregistre, et ils sont tous sur le site parolehistoire.fr, sur YouTube, accessibles sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, iTunes, etc. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des notes, ce qui aide les gens à trouver l'émission et à l'écouter. J'ai le plaisir d'être avec Arnaud Fossier, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Bourgogne. Vous venez de publier un petit livre aux éditions La Fabrique, Les Cathares, ennemis de l'intérieur. Un livre qui est très intéressant, un livre qui manque un peu. Vous dites à un moment, c'est pour ça que vous l'avez écrit, parce que c'est vrai que les synthèses sur les cathares, c'est dur à trouver. On trouve encore le vieux que sais-je au puf d'un historien catharo-cathariste, fantaisiste en gros, et que du coup, une synthèse à jour, c'est très précieux dans un petit format qui fait 160 pages de texte à peu près. C'est un livre qui correspond pas tout à fait à ce que vous aviez fait pour votre thèse notamment. Vous avez travaillé sur la papauté plutôt de la fin du Moyen-Âge. Qu'est-ce qui vous a amené vers... est-ce qu'il y a un magnétisme cathare qui aspire tous les médiévistes vers cet objet tellement fascinant ? Non, alors peut-être pas un magnétisme qui concernerait tous les médiévistes, mais je pense que dès lors qu'on s'intéresse à l'Église comme institution, mais aussi par voie de conséquence à la religion et aux faits religieux à la fin du Moyen-Âge, on est confronté, quelles que soient nos sources, à la question hérétique. Donc, c'est quelque chose qui m'avait déjà occupé, sous la forme de cours d'ailleurs. Moi, j'ai enseigné sur cette question-là il y a une dizaine d'années. J'avais bâti un cours entier sur les hérésies médiévales, pas simplement l'hérésie cathare. Et donc, c'est aussi pour ça que je me suis senti en quelque sorte autorisé à répondre à ce qui était une commande de la Fabrique. Et la Fabrique avait bien senti, d'une certaine manière, qu'il y avait, comme vous le disiez en début d'émission, un manque à combler, puisque en langue française, à ma connaissance, il n'existe pas véritablement de synthèse. Il y a bien sûr, je rends tout de suite hommage aux monuments de l'historiographie des hérésies médiévales, des gens comme Robert Moore du côté britannique, Jean-Louis Biget, Monique Zerner également du côté français. Il y en a d'autres, peut-être qu'on les mentionnera au fil de l'émission. Donc, il y a des monuments de l'historiographie, mais couvrant, si vous voulez, un arc chronologique aussi ample, aussi large, c'est-à-dire partant du début du XIIe siècle pour aller jusqu'au début du XIVe siècle dans les années 1320, et couvrant aussi, tentant en tout cas de couvrir différentes régions, c'est-à-dire pas simplement le Languedoc, auquel on associe spontanément les cathares, mais aussi évoquer le nord de l'Italie en particulier, et un peu de manière beaucoup plus latérale dans mon livre, mais la Rhénanie et la Flandre, ça aussi, ça manquait. Alors c'est intéressant comme objet éditorial aussi, parce que La Fabrique, c'est pas n'importe quel éditeur, c'est ni l'éditeur mainstream du livre d'histoire type Seuil, Flammarion, etc., ni l'éditeur hyper savant type Droz, champion d'érudition pure. C'est un éditeur critique, engagé, et on pourrait presque faire le lien entre votre livre et puis celui qu'ont publié Florian Besson, William Blanc, Christophe Nonin sur les croisades chez Libertalia, Michel Zancarini-Fournel sur les sorcières également chez Libertalia, sur des thèmes qui touchent à l'Église, à la persécution, qui touchent à l'histoire du Moyen-Âge, mais revisités chez des éditeurs critiques, avec aussi un propos politique. Et Exactement. Quelque chose me dit qu'avec le sous-titre du livre, Ennemis de l'intérieur, vous assumez cette portée politique. Oui, tout à fait. Alors, deux choses là-dessus. D'un côté, effectivement, et c'était l'intention aussi de la Fabrique, qu'on retrouve dans certains ouvrages parus chez Libertalia, la volonté peut-être de critiquer, déboulonner un certain nombre d'a priori, de clichés, d'idées reçues. Et c'est vrai que les cathares, avec les croisades, avec les Templiers, bien évidemment, on pourrait évoquer aussi la question des Vikings, ça fait partie un peu de ces sujets immédiatement associés au Moyen-Âge et sur lesquels, par conséquent, tout un imaginaire, parfois très composite d'ailleurs, s'est construit, et où il y a bien des idées reçues, effectivement, à remettre en cause. Et puis, de l'autre côté, vous avez tout à fait raison. Évidemment, La Fabrique, c'est aussi un éditeur militant, sur le plan éditorial bien sûr, mais qui est un éditeur aussi engagé politiquement. Et donc, c'est vrai que je crois ne pas les trahir en disant que leurs attentes n'étaient pas simplement que je produise une petite synthèse, pas non plus un manuel strictement au sens strict, mais qu'il y ait, que ce soit aussi un essai, c'est-à-dire avec une thèse.
et d'où le titre, effectivement, qu'on va peut-être commenter ensemble, mais en quelque sorte, le titre dit la thèse qui est défendue dans le livre. Vous dites à un moment que vous allez rendre justice aux gens qui ont été persécutés, désignés comme hérétiques. C'est pas si courant non plus chez un historien d'écrire ça. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Oui, alors rendre justice, ça n'est pas redresser des torts ou comment dire, envisager les choses sous un angle purement moral, de réparation morale des offenses qui auraient été faites, en l'occurrence à une minorité qui a été bel et bien persécutée. Enfin, j'espère que mon livre le montre assez. C'est rendre justice dans un sens un peu plus peut-être décevant et en mais moins moral aussi, moins teinté de morale, mais revenir aux sources, c'est-à-dire c'est rendre justice au sens aussi méthodologique et d'une certaine manière aller à l'encontre justement de ce que je disais il y a quelques minutes, sur les nombreuses reconstructions, réappropriations de tous ordres qui ont touché l'histoire des Cathares, et essayer de voir ce qui, sous les différentes couches de réinterprétation et d'instrumentalisation aussi de cette histoire, qu'est-ce qui se cache réellement ? Qu'est-ce qu'on peut réellement savoir de ces hommes et de ces femmes, de leur répression, de leur marginalisation, de leur persécution ? Alors peut-être qu'on y reviendra un peu plus en détail, mais par exemple... l'idée que, alors j'en fais part au début du livre, dans le chapitre 2 du livre, qui est en quelque sorte consacré à une très grosse controverse historiographique qui s'est structurée autour des Cathares et de la question cathare. Des noms d'oiseaux, en quelque sorte, ont volé, et certains historiens, dits déconstructionnistes par le camp adverse, ont été accusés carrément de révisionnisme et même de négationnisme. Pourquoi ? Parce qu'on leur a reproché de nier l'existence des Cathares. Donc quand je dis aussi rendre justice à ces hommes et ces femmes, c'est aussi ça que veut faire ce livre. C'est leur rendre justice en disant exactement ce qu'on peut savoir et départager en quelque sorte le mythe de l'histoire. Oui, donc c'est sur une ligne de crête assez étroite, parce que rendre justice, c'est dire les choses justement sur eux, mais c'est pas non plus les héroïser et en faire plus que ce qu'ils n'étaient ou projeter sur eux des fantasmes, comme l'a fait toute une historiographie dont je parlais au début, de la catharophilie régionaliste, qui a aussi beaucoup encombré et qui continue de le faire, ce domaine. Bien sûr. Alors ça, ce sont des choses que j'évoque assez brièvement dans le tout premier chapitre. J'ai trouvé que c'était une manière aussi d'accrocher les lecteurs et les lectrices, que de commencer justement par cette multitude de réappropriations, parfois très contradictoires. Ça va quand même de certaines figures du socialisme fédéraliste au XIXe siècle, pour ce qui est de la France, aux nazis, à certains auteurs et certains penseurs nazis. Voire à Francis Cabrel dans les années 1980. Absolument, exactement, oui, tout à fait. Donc le spectre de réappropriation et de fantasme est extrêmement large. Donc je commence par là. En fait, parmi ces réappropriations, effectivement, il y a toute une histoire régionaliste, en fait, fondée, qui a voulu voir, si vous voulez, dans le catharisme, avec les guillemets sur lesquels on reviendra peut-être, qui s'impose, qui a voulu faire du catharisme le berceau de la civilisation occitane. Parmi, une fois de plus, les nombreuses réappropriations du phénomène. Est-ce qu'on peut, avant d'en venir au cœur de la thèse et de la manière dont vous caractérisez ces gens, faire un petit parcours justement dans ces strates historiographiques qu'il faut revisiter, critiquer, décaper en partie. Comment ça se passe au XIXe siècle lorsque les érudits commencent à s'emparer des textes qui mentionnent des cathares, des traités d'inquisition, des sermons, de toute cette masse textuelle qui mentionne ces gens? Il y en a qui sont catholiques,
Il y en a qui sont au contraire anticléricaux ou protestants. Donc, est-ce qu'il y a un premier moment au Qatar de l'historiographie qui est un peu déterminé par les luttes religieuses ? Oui, indéniablement. Hein. C'est au milieu du 19e siècle que les toutes premières sommes sur les Cathares paraissent, et ces sommes, elles sont écrites par des historiens protestants. Donc, au fond, la principale et la première des réappropriations de cette histoire cathare, elle est protestante. Et ça n'est pas du tout anodin. Et là, d'une certaine manière, il faut quand même rendre justice au travail de ces premiers historiens, Charles Schmitt par exemple, Napoléon Péra, au sens où certes, il n'y a aucune filiation traçable entre les cathares et les protestants, pour la simple et bonne raison que dans les années 1320, il n'y a plus de dissidence cathare, ou que ce soit, contrairement aux Vaudois qui, eux, au contraire, vont survivre dans la clandestinité jusqu'au XVIe siècle. Donc, de ce point de vue-là, ces historiens ont eu tort de faire des cathares les ancêtres des protestants. En revanche, on ne peut qu'être frappé, quand on se plonge dans le dossier cathare, on ne peut qu'être frappé par de réelles similitudes entre les pratiques des cathares, ou j'y reviendrai peut-être sur la dénomination, hein. Eux-mêmes ne s'appellent jamais cathares, ils s'appellent bonshommes. On parle aussi des albigeois, puisque albi est l'un des principaux môles de la dissidence. Mais donc on ne peut qu'être frappé par ces similitudes entre cathares et protestants. Donc, ce que je veux dire, c'est que tout n'est pas faux et à rejeter dans la manière dont, au XIXe siècle, se construit un mélange de mythographie et d'historiographie du catharisme. Oui, d'autant que le protestantisme, il y avait une mémoire du Sud, même si ce n'est pas exactement le même Sud. Les Cévennes, ce n'est pas le Toulousain, l'Albigeois, l'Aude, mais malgré tout, il y avait une sensibilité, on va dire, contre les gens du Nord, imposant d'une certaine manière l'orthodoxie religieuse qui pouvait résonner pour eux. Là aussi, c'est quelque chose, ça fait un deuxième élément effectivement très intéressant à aborder. Il n'est pas faux de dire que le roi de France, dans le cadre de la croisade albigeoise, donc 1209-1229, en tout cas dans la deuxième séquence de la croisade albigeoise, il est bien évident que le roi de France intervient pour des motifs en large partie, politiques et territoriaux. Il s'agit d'intégrer le Languedoc au royaume de France. Donc là aussi, la manière dont les fédéralistes au XIXe siècle, les anti-jacobins, vont se réapproprier cet héritage cathare en disant « c'était les premiers résistants à la centralisation française », il y a une part d'anachronisme et il y a une part de vérité en même temps. Deuxième point d'accroche historiographique que j'ai trouvé intéressant en lisant le livre, c'est celui de courants marxistes, de courants matérialistes, qui se sont intéressés au Qatar parce qu'ils y voyaient finalement dans la dissidence religieuse une forme d'expression, de contradiction matérielle, de proto-lutte des classes, de révolte, de couches de la société s'opposant aux dominants. Alors, ça a été beaucoup contredit par la sociologie fine de ce qu'on peut savoir d'un certain nombre d'entre eux, mais ça a été là aussi un point d'accroche intellectuel pour toute une série de gens qui ont cherché à théoriser la structure même de la société médiévale. Absolument. Alors ça, c'est un débat vraiment passionnant et qui ne concerne pas que l'hérésie cathare, vous le dites très bien. C'est le débat entre spiritualistes et matérialistes dans les années 60-70. Donc, entre ceux qui expliquent l'hérésie, la naissance de l'hérésie par des raisons principalement, voire exclusivement économique et sociale, et d'autres qui, au contraire, rejettent totalement cette théorisation de l'hérésie ou ce schéma de compréhension de l'hérésie, et qui insistent sur les raisons purement spirituelles qui expliqueraient que un certain nombre de fidèles décident de se détourner de l'Église, de son dogme catholique, et aurait inventé, alors pas forcément une religion en soi, bien constituée et instituée, mais ce serait malgré tout, aurait nourri une foi différente de celle qui pouvait leur être proposée par l'Église, par l'institution ecclésiale. Donc ce débat-là, il a une importance énorme, effectivement, dans la manière dont l'hérésie cathare a été lue. Je précise au passage que le marxisme a pu être caricaturé en la matière, parce que quand on regarde les textes, mais déjà avec Marx et Engels, c'est tout à fait... Moi, je l'ai appris en écrivant le livre, mais en regardant les textes de Marx et Engels, c'est frappant de voir à quel point ils sont
eux-mêmes pas du tout dans une sorte de mythologie de l'hérésie comme étant le fait de classes populaires qui se seraient révoltées et insurgées contre les classes dominantes. Au contraire, Engels le dit très bien, l'hérésie cathare, ça a été le fait de bourgeois et d'une partie ou d'une frange de l'aristocratie. Et ça ensuite, donc autant ce débat-là structure les années 60-70, autant à partir des années 80-90, il y a notamment un historien auquel il faut rendre hommage. J'espère que mon livre lui rend un peu hommage. En tout cas, il est abondamment cité. C'est vraiment Jean-Louis Biget qui parvient ce tour de force à, non pas réconcilier, parce que c'était pas du tout son intention, de réconcilier ces deux camps à la fois théoriques et historiographiques, mais lui, il fait les deux. C'est-à-dire qu'il a une lecture à la fois religieuse, sociale, économique, culturelle du phénomène. Et comme il le résume très bien, de toute façon, on a affaire à une société, là aussi, vous le savez, on a affaire à une société dans laquelle le religieux et le social sont si imbriqués qu'il est parfaitement impossible, il serait très artificiel de les dissocier. Je signale aux gens que ça intéresse, cette question de la lecture marxiste des révoltes, des rébellions, des hérésies, qu'on avait enregistré une émission avec Rachel Renaud sur sa réédition du livre d'Engels, La guerre des paysans. C'est l'épisode 202 du podcast que vous pouvez retrouver facilement. Peut-être dernière chose avant d'en venir au fond du propos, il y a un moment assez étonnant, un moment Qatar pour la France de la 4e et des débuts de la 5e République, les années 1950-1960. Il y a tout d'un coup une floraison de bouquins et d'intérêts. Comment on explique ça ? C'est les années d'après-guerre. Et ce qui se joue notamment dans certaines fictions, soit littéraires, soit audiovisuelles, c'est principalement une chose. Alors il y a un film incroyable, très très intéressant aussi comme document d'histoire culturelle de cette époque-là, qui est réalisé en 1966, qui s'intitule Les Cathares, très sobrement, en 2 volets, qui a eu énormément de succès, je crois, à cette époque. Et qui dit bien ce qui se joue à ce moment-là dans cet intérêt renouvelé pour les Cathares. Je mets de côté ici l'intérêt purement régionaliste, occitaniste, qui est très fort aussi et qui donnera lieu à un tourisme effréné qui n'a d'ailleurs pas vraiment cessé jusqu'à nos jours. Donc je mets quand même de côté ce courant-là, même s'il a été très fort, pour insister sur autre chose qui est que les Cathares sont présentés comme des résistants, une fois de plus, à l'État centralisateur. C'est très frappant dans le film de 66. Et puis, moi, j'y ai vu aussi en regardant ce film, disons que les inquisiteurs et les croisés, et surtout, en fait, les agents du roi qui procèdent à toute une série d'arrestations et ensuite qui livrent ceux qu'ils ont fait prisonniers à l'Inquisition, on a une image de la France occupée. En fait, il y a une référence assez appuyée, en fin de compte, à l'occupation nazie d'un pays qui donc a été martyr, d'un pays martyr. Et donc Montségur, c'est Oradour. Oui, d'une certaine manière. Oui, absolument. Oui. Le bûcher de Montségur, où périssent 200 hérétiques. Effectivement, enfin, il y a d'ailleurs, le film dont je parle se termine, c'est une séquence d'une demi-heure extrêmement longue sur la prise du château, le bûcher. Et je pense que, évidemment, ça n'est pas anodin que ce soit des fictions qui aient lieu dans l'après-guerre. Il y a des références évidente à l'histoire très récente et très contemporaine de ce moment-là. Alors, si tout ça est compliqué à aborder, s'il y a cette mythification, s'il y a ces désaccords historiographiques, c'est aussi parce que il y a des questions fondamentales de sources. Vous racontez notamment en détail quelque chose peut-être qui intéressera les gens qui nous écoutent, surtout si il y a des gens qui sont dans leurs études d'histoire, qui s'intéressent aux aspects mythologiques, c'est cette saga de la vraie ou fausse charte de Niquinta. Alors, est-ce que vous pouvez essayer de nous expliquer, nous débrouiller un petit peu pourquoi ce document qui mentionne des pratiques, des rituels et une façon d'être de gens qui seraient des hérétiques, on n'est pas sûr que ce soit un vrai et voilà, qu'est-ce qu'on en sait ?
Alors c'est vrai que ça peut paraître de l'extérieur, je pense qu'on peut penser à une querelle byzantine, enfin vraiment sur un seul document comme ça, comment des historiens ont pu s'écharper pendant une vingtaine ou une trentaine d'années, et pourtant ça a bel et bien été le cas, sur un seul document, mais qui est assez décisif. Cette charte, en fait, qui daterait de 1167, attesterait la présence de cathares, ou plus exactement, attesterait la présence d'hérétiques venus de l'Orient byzantin, plus précisément de Bulgarie, et ces hérétiques, notamment donc Nikinta ou Nicétas, enfin les deux dénominations existent, seraient le chef des Bogomiles venu implanter l'hérésie bogomile en Languedoc. Il aurait organisé et présidé ce concile qui se tient dans un petit village du comté de Foix. Et ce document, donc, prouverait, et ça a été vraiment pendant très longtemps en vigueur dans l'historiographie, jusque dans les années 90, on a cru à l'authenticité de ce document qui prouvait donc que le catharisme non seulement était une religion en soi, mais en plus que cette religion résultait ou dérivait d'une religion elle-même venue d'Orient. En quelle langue il aurait prêché, ce Nicoïta, Nikétas Il s'adresse à la foule, il dit, d'après la charte, donc on a Saint-Félix de Caraman, et puis il dit à l'église toulousaine, voilà, je vous dirais que les 7 églises d'Asie furent divisées, délimitées entre elles, qu'aucune d'elles ne faisait à quelque autre chose qui lui fut contraire. Voilà, il s'adresse à la foule, il est censé parler en quoi? On ne sait pas trop. La charte est écrite en latin. Voilà. Mais, est-ce que c'est très plausible que ce Bulgare arrive et se mette à parler non, c'est vrai, Bon, oui. On peut se poser la question en tout cas. Absolument, vous avez raison. C'est vrai qu'on peut mettre en doute l'authenticité de cette charte, ou en tout cas la véracité de ce que cette charte raconte, ne serait-ce que pour des raisons linguistiques. Mais il y a aussi des raisons philologiques, du coup. Mais il y a aussi des raisons philologiques. Alors, je vais évidemment pas rentrer dans le détail. J'y consacre quelques pages dans le livre, 2-3 pages dans le livre. C'est un débat assez compliqué, assez technique. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à la fin des années 90, Monique Zerner, que je mentionnais tout à l'heure, est une historienne qui a démontré, enfin argument évidemment philologique à l'appui, a démontré l'inauthenticité de cette charte. Oui, parce qu'on n'a pas l'original. On n'a pas l'original de 1167. Il faut tout de suite préciser, on n'a que des copies, 2 copies. Et cette historienne a montré que ce faux datait du XVIIe siècle. Alors là aussi, le lecteur et la lectrice se référeront au livre si ça les intéresse pour savoir pourquoi diable, dans les années, au début du XVIIe siècle, un érudit assez proche du roi, mais pas tant que ça, en fait, se met à confectionner ce faux. Ensuite, une autre hypothèse qui n'est pas contradictoire d'ailleurs avec celle-ci, qui est celle de Jean-Louis Biget, qui dit c'est un faux, assurément, mais c'est un faux qui est fabriqué dès les années 1220. Et Biget donne une assez bonne explication. Il dit c'est un moment où on a besoin de relancer la croisade. La croisade a rencontré en fait un certain nombre de déconvenus, d'échecs. Simon de Montfort notamment est mort. La clandestinité s'organise. Et donc Biget dit c'est sans doute une manière d'exciter à nouveau d'exciter les croisés et de leur faire reprendre leurs épées en leur montrant que il y a bel et bien une hérésie coriace et implantée depuis assez longtemps dans la région. D'autres, donc le débat n'est pas tout à fait tranché, puisque d'autres historiens, aujourd'hui, continuent malgré tout de penser qu'il s'agit d'un document authentique, et qui daterait réellement de 1167, pour toute une série, là aussi, de raisons philologiques. Mais c'est crucial, parce que ce qui finalement oppose les 2 camps historiographiques en présence, c'est la question de l'existence ou pas, et de la substance ou pas, d'une église cathare et d'une religion cathare. Donc si ce document est avéré, on aurait la preuve d'une volonté de former une église, une contre-église, farouche adversaire de l'église catholique, et même on aurait la preuve que quelque chose comme le catharisme, entendu comme religion, a bel et bien existé. Une fois encore, il y a un quasi-consensus aujourd'hui des spécialistes de la question pour dire que ce document est un faux.
Alors, ça rejoint par ailleurs des réflexions récentes et intéressantes sur la notion de faux dans l'histoire médiévale. Il y a le livre de Paul Bertrand qui est sorti il y a peu de temps, Forger le faux. Il y a les travaux de Nicolas Sarzeau autour du suaire. On sera peut-être amené à en reparler parce qu'il y a un article qui vient de paraître. Voilà, il y a une actualité de cette question de l'authenticité et du faux, mais du faux d'époque. C'est-à-dire pas du faux fait 5 siècles après, mais du faux qui peut être produit sur le moment même pour faire des effets de vrai. Voilà, il y a plein de réflexions qu'on pourrait dérouler. Moi, il y en a une que je voudrais dérouler, c'est finalement partir de cette vraie ou fausse charte. Pour revenir à la situation du livre, vous écrivez après toute une vague de gens comme Monique Zerner, Jean-Louis Biget, qui ont déconstruit les fausses évidences, les fausses croyances, l'illusion qu'il y avait là un mouvement parfaitement structuré, organisé, une contre-église cathare, etc. Mais en écrivant à ce moment-là, c'est aussi le moment peut-être de dire il y a bien eu des gens qui ont été persécutés parce qu'ils étaient des dissidents religieux. Et donc, les cathares ont existé. C'est pas parce que l'Église a inventé des choses à leur sujet, on a rajouté, pas parce que des dominicains ont écrit des traités énormes pour faire des cathares fantasmatiques, des ennemis parfaits, qu'il n'y avait pas des réels gens qui, effectivement, ont été des dissidents. Donc ça, je pense que c'est un peu la clé du livre. Oui, vous avez tout à fait raison. De ce point de vue-là, on gagnerait effectivement, peut-être par souci de clarté, à distinguer deux choses. Ces cathares qui ne se sont jamais eux-mêmes appelés cathares, vous l'avez compris, hein, c'est une dénomination comme celle d'hérésie d'ailleurs, évidemment. Ce sont des mots qui disqualifient, qui discréditent l'adversaire. Avec des racines grecques que peu de gens auraient été en peine de prononcer dans le Toulousain de la fin du XIIe siècle. Oui. Alors bon, je ne sais pas si ça peut paraître évident, mais je vais quand même le dire. Hein, dans cathare, on retrouve par exemple la même racine que catharsis. Donc les cathares, ce sont les purs. Et quelqu'un qui a employé ce mot grec, c'est Augustin, c'est Saint Augustin, mais on est au IVe siècle. Hein. Et donc au moment où le mot de cathare est réemployé, au début des années 160, plus en Allemagne d'ailleurs, hein, pas du tout dans le Languedoc au début, au moment où ce mot est réemployé, il l'est par un moine qui a lu son Saint-Augustin, qui a lu aussi un canoniste du début du XIIe siècle qui lui aussi parle de cathare. Il a fait ces lectures-là, et donc il utilise cette catégorie-là, qui lui paraît désigner idéalement une forme d'hérésie très grave, mais il l'applique évidemment, il l'applique à un contexte qui est tout à fait différent de celui dans lequel Augustin avait écrit lui-même un certain nombre de traités anti-hérétiques. Bon, je referme cette parenthèse, mais c'est pour dire que ce qui a existé, effectivement, c'est bel et bien des groupes de dissidents, c'est-à-dire de gens qui pratiquent leur foi en marge de l'Église, mais qui ne rejettent absolument pas le christianisme, qui sont réellement des chrétiens, mais qui rejettent plutôt deux choses. Qui rejettent, disons, la hiérarchie cléricale. Alors là, vous voyez bien le lien que les historiens protestants ont pu faire au XIXe siècle, et puis qui rejettent de manière plus générale la nécessité de la médiation cléricale pour lire les évangiles et pratiquer sa foi. Donc, des groupes de ce type-là, il en a bel et bien existé. En Languedoc, on les voit, ils sont repérés et identifiés dans les années 1160-1170. Mais il faut préciser qu'en fait, des groupes de ce type, il y en a ailleurs, dans d'autres régions, et depuis assez longtemps à ce moment-là. C'est-à-dire, on en trouve les premières hérésies de l'Occident médiéval, elles apparaissent autour de l'an 1000. Donc c'est bien avant que les cathares n'émergent dans les années 1160-1170. Donc il y a bel et bien, sur le plan, disons, de l'organisation des sociétés, de l'organisation sociale de ces communautés-là, il y a bel et bien des groupes qui pratiquent leur foi de manière dissidente vis-à-vis de l'Église catholique, mais comme le dit Biget, jusqu'aux années 1160, jusqu'à ce que ces gens-là soient désignés comme hérétiques et soient accusés, ces gens-là sont invisibles. Personne ne s'intéresse à eux, et eux-mêmes ne se vivent pas du tout comme hérétiques. Donc ça, il faut vraiment l'avoir à l'esprit. Ce qui signifie, dans un deuxième temps, c'est pour ça que je disais, il faut distinguer les deux choses, effectivement, par souci de clarté, mais ce qui signifie que ce qui fait l'hérétique, c'est bel et bien l'accusation qui est portée contre lui. Donc toute cette part de construction sur laquelle le livre revient assez longuement, toute cette part de construction de l'ennemi, elle est fondamentale. C'est-à-dire, c'est pas comme si...
c'est pas comme s'il avait pu exister, ces hérétiques avaient pu exister indépendamment de l'accusation dont ils ont fait l'objet. Je sais pas si c'est très clair. Mais donc les traités qui sont écrits contre les cathares, contre les hérétiques dès le milieu du XIIe siècle, il y a tout ce qu'on appelle une hérésiologie qui se développe à ce moment-là. Puis les traités stricto sensu anti-cathares qui sont écrits à la fin du XIIe siècle ont une importance fondamentale pour faire exister le phénomène. Si on cherche à revenir plus largement à la question de la pratique conforme ou non conforme, on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup d'époques du christianisme où il y a des gens qui, parce qu'ils sont dans des communautés rurales en particulier, et pour beaucoup d'entre eux pas forcément lettrés et pas forcément au fait justement de la technicité des controverses christologiques, etc., qui ont des croyances et des comportements pas super conformes. Au début de l'implantation du christianisme, il y a des gens qui ont des pratiques magiques, qui ont des rituels qu'on appellerait aujourd'hui païens, animistes, etc. Au Xe siècle, on a un évêque à Gobar qui dit qui sont ces gens qui convoquent les tempêtes et qui essaient d'empêcher la grêle par des procédés magiques. Ça ne va pas du tout. Jean-Pierre Devreuil leur a consacré un livre. Au XIIe siècle, on dit qui sont ces gens qui renient les sacrements. Et puis au XVIe siècle, on a un Ménochio, interrogé par l'Inquisition dans le Frioul, qui dit moi je ne crois pas vraiment que la terre a été créée comme ça. Je crois que c'est comme un fromage où les vers s'arrivaient. Est-ce qu'au fond, on ne peut pas tirer un fil entre tous ces gens, même si Ménochio, lui, il lisait, mais tirer un fil en disant, finalement, il y a des formes de non-conformité ordinaire au christianisme savant, et qu'à chaque fois que le christianisme savant le rencontre et s'en préoccupe, il est heurté, et du coup, il se donne des moyens pour l'extirper dans des moments de crise interne. Ça peut être le post-concile de Trente et l'idée qu'il faut rechristianiser les campagnes et les populations, ou ça peut être au moment où la papauté se construit. Voilà, que finalement, ce non-christianisme ordinaire ou ce christianisme non conforme, finalement, c'est un peu la donnée de base d'une société traditionnelle peu lettrée. Absolument, vous avez tout dit. On pourrait ajouter, puisque vous faites référence à Ménochio, je consacre un chapitre à Montaillou. Montaillou, c'est vraiment ça. Donc, il y a le célèbre ouvrage, évidemment, de Leroy Ladurie, Montaillou, Village occitan, que je discute en partie dans le livre. Mais quoi qu'il en soit, Montaillou, c'est un très bon exemple de christianisation imparfaite, notamment des campagnes, vous avez raison. Mais en réalité, les villes aussi, les villes aussi avaient, surtout à partir du XIIe siècle, où pour le coup, le nombre de laïcs lettrés augmente, ce qui suscite une certaine envie aussi d'accéder aux textes sacrés par soi-même, en réalité. Donc, les villes aussi sont des lieux de christianisation imparfaite par la liturgie catholique. Et ça me permet d'en venir à un deuxième élément, c'est que l'Église, d'une certaine manière, après la grande réforme qu'elle orchestre, la réforme dite grégorienne, qui prend place dans la deuxième moitié du XIe siècle, après cette réforme, se trouve un peu prise à son propre piège, puisque l'une des conséquences de cette réforme, c'est que, disons, les pratiques religieuses se trouvent modifiées, métamorphosées, dans le sens qui, d'ailleurs, ne cessera de se consolider. Bon, c'est un peu, disons, évolutionniste de présenter les choses comme ça, mais malgré tout, il y a un mouvement d'intériorisation de la foi qui se fait jour à partir du XIIe siècle. Et pourquoi je dis que l'Église se retrouve prise à son propre piège ? Parce que ceux qu'elle va accuser d'être hérétiques, c'est des gens qui, en fait, n'ont d'autre volonté que de vivre leur foi de manière plus intime, dans un lien plus étroit entre leur conscience et Dieu, ce qui signifie ne plus forcément passer par un culte très formel, la liturgie telle qu'elle est proposée, se rendre à l'église nécessairement pour nourrir cette foi, et en passer impérativement par son curé, ou par le prêtre, ou même par l'évêque. Et ça va même plus loin, dans un sens, parce que la réforme grégorienne, donc à partir des années 1050 et surtout 1070, c'est quand même un grand mouvement de purge interne de l'Église, où les plus hautes autorités de l'Église disent tel prêtre, tel évêque, tel abbé qui a acheté sa charge, qui couche à droite, à gauche, etc., il est impur, on ne le veut plus dans l'Église. Donc, le haut de la hiérarchie a tenu un discours hyper anticlérical, anti-institutionnel, en disant ces gens sont des mauvais prêtres, etc., il faut s'en détourner. Du coup, c'est pas étonnant qu'un siècle après, il y a des gens qui s'en détournent et qui disent oui, effectivement, ces mauvais prêtres, ils sont impurs, nous, on a un désir de pureté, on va faire des choses simples, on va imposer les mains, on va pas passer par ces prêtres-là qu'on nous a, entre guillemets, presque désignés comme étant mauvais. Exactement. Oui, là aussi, elle se retrouve prise à son propre piège. Je pense que le meilleur... un événement, ou en tout cas un épisode qui cristallise vraiment cette tension entre les aspirations réformatrices de l'institution et les aspirations réformatrices évangéliques, on dit aussi des fidèles eux-mêmes, c'est-à-dire un désir
de retourner à la lettre des évangiles, d'imiter aussi le mode de vie, la forme de vie du Christ et de ses apôtres. Le meilleur épisode qui concentre cette contradiction ou ces tensions-là, c'est la Pataria, qui est un mouvement hérétique qui éclot à Milan, qui dure une quinzaine d'années, dans les années, disons, 1060. Ce mouvement, au début, à l'origine, il est soutenu par les ecclésiastiques réformateurs, il est soutenu par des ecclésiastiques qui appellent de leur vœu la purge interne de l'Église, qui veulent en finir avec, comme vous l'avez dit, les prêtres corrompus, les prêtres débauchés. Et les laïcs aussi veulent se débarrasser de ce clergé corrompu et débauché. Et le moment où les réformateurs se dissocient, se désolidarisent de ce mouvement, c'est le moment où, premièrement, des violences physiques sont commises à l'encontre des clercs. Et peut-être plus intéressant, c'est le moment où les laïcs s'approprient la parole, se mettent à prêcher. Et donc ça dit l'autre aspect important de la réforme grégorienne. Le premier aspect, c'est celui que vous évoquiez de purge interne. L'autre aspect qui est encore plus important, c'est la réforme opère une resacralisation du clergé, ce qu'on appelle aussi aujourd'hui, d'ailleurs, le cléricalisme, qui en fait renvoie à la distinction très nette de deux états de vie, l'état de vie des clercs et l'état de vie des laïcs. Et c'est pas simplement une distinction, c'est aussi une hiérarchisation des deux états de vie. Et donc ce que dit la réforme grégorienne aux laïcs, c'est désormais, vous ne pouvez évidemment pas attenter à la personne physique des clercs, parce que leur personne est sacrée. Et donc, attenter à la personne physique des clercs, ça devient aussi une forme d'hérésie. Et ce que vous ne pourrez pas faire non plus, c'est les critiquer au prétexte de leur inconduite morale. Pourquoi ? Parce que quand un prêtre dispense des sacrements, même s'il s'est très mal comporté à côté, le sacrement a de la valeur. Ça, les hérétiques le rejettent, disent c'est pas possible. Le sacrement, si on a un prêtre qui est débauché, le sacrement est forcément souillé. Mais la réforme grégorienne, elle a dit le contraire. Elle a dit le sacrement est forcément valide. Alors du coup, ça nous amène sur ce terrain très important des rites et de ce qu'on peut savoir éventuellement de ces rites, de ces dissidents, qu'on les appelle effectivement. On pourra revenir sur les dénominations cathares, albigeois, etc. Mais comment ils pratiquent leur christianisme, parce que c'est pas un refus du christianisme, c'est une autre variante ou une réappropriation spécifique du christianisme, mais sans l'Eucharistie, par exemple, ou avec, disons, on partage le pain, parce que le Christ a dit que manger du pain, c'était se souvenir de lui, mais quand on mange le pain, on ne pense pas qu'il y a le Christ dans le pain qu'on mange, alors que c'est devenu quelque chose d'absolument central pour l'Église post-grégorienne. Oui, absolument. Donc, sous une forme, comme chez les Vaudois d'ailleurs, les cathares pratiquent effectivement, non pas l'Eucharistie, mais rompre le pain en commémoration de la scène, mais effectivement, il n'y a pas la fameuse opération de transsubstantiation. Mais ça entre, comment dire, c'est tout à fait lié à la manière dont, en rejetant le clergé, parce que ce clergé n'est pas fiable, n'est pas digne de confiance, il faut se passer du clergé, on se passe donc des sacrements que le clergé dispense, et on organise notre foi de manière différente. Mais comme je le disais tout à l'heure, en fait, la religion, entre guillemets, des cathares est très très peu ritualisée. Et la question... On leur prête un rituel, c'est-à-dire dans les sources du XIIIe siècle, notamment dans les registres d'inquisition, et puis en fait un petit peu avant, on en trouve une mention dans un traité de la fin du XIIe siècle. Il est fait mention de ce fameux rituel que peut-être des auditeurs ou peut-être des auditeurs en ont déjà entendu parler, le consolamentum, consolamment, consolation. On leur prête cet unique rituel qui correspondrait à la fois au baptême et à la pénitence. Et ce sacrement ne serait d'ailleurs en réalité conféré que comme une extrême onction, donc à la fin, donc serait une forme, si vous voulez, de passe vers l'au-delà. Il ne serait conféré ou donné qu'à la fin de la vie des fidèles ou des croyants cathares. C'est une question qui est très compliquée parce qu'une fois de plus, c'est quelque chose qu'on attribue aux dissidents, qu'on attribue aux hérétiques cathares. Mais il faut toujours en revenir à ça. Les cathares n'ont laissé aucun écrit, d'aucune sorte. Donc ils n'ont pas théorisé eux-mêmes la manière dont ils pratiquaient leur foi. Donc c'est très très difficile de savoir dans quelle mesure...
à quel moment, qui exactement donnait ce sacrement ou cet équivalent de sacrement. Tout ce qu'on sait, en revanche, c'est que les clercs catholiques étaient obsédés par ce sacrement parce qu'ils disaient c'est une parodie d'église, c'est infamant, et ça vise évidemment à supplanter l'église catholique. Si on revient à la chronologie, pour contextualiser un petit peu plus le propos, on a l'impression qu'il y a quand même un changement de nature de la prise en compte de ces dissidences par l'Église à la fin du XIIe, au début du XIIIe, et que, en tout cas au XIIe siècle, tout n'est pas joué tout de suite et qu'on peut encore... On a des gens, moi j'ai appris en vous lisant, que dans le Languedoc, à Lombert, en 165, on interroge des gens, on leur dit « Bon, c'est quoi vos croyances ?» Ils disent « Oui, moi je crois à ça, je crois pas à ça, tel sacrement, je le fais pas. » Et ils sont pas brûlés à la fin. Et ils vivent leur vie à peu près tranquillement après. Et puis parfois ils écrivent des pétitions, on leur demande de se justifier. Donc ils doivent se justifier quand même devant l'Église. Mais on ne passe pas tout de suite à la remise au bras séculier et au bûcher. Et ça, c'est quelque chose qui se systématise plutôt à partir de 1209, de l'appel à la croisade contre les Albigeois, dans un contexte aussi politique particulier. On a l'impression qu'il y a un temps, on va dire, où c'est un sujet, mais c'est pas encore un danger mortel perçu comme tel par les autorités ecclésiastiques et par les seigneurs. Oui, absolument, vous avez raison. Il faut distinguer, me semble-t-il, 3 phases. En fait, dans cette répression qui va crescendo, dans cette répression des hérétiques. La première phase... la première séquence, disons, c'est celle effectivement des années 1120-1170, jusqu'aux années 1170-1180. Ça change, vous allez voir, dans les années 1180. C'est la phase durant laquelle ceux qui se préoccupent, qui se soucient réellement de l'hérésie, ce sont les moines. Pourquoi ? Parce que les groupes de dissidents dont on vient de parler, qui sont donc caractérisés par une certaine forme d'anticléricalisme d'un côté et d'évangélisme de l'autre, ce sont des gens qui aspirent à vivre leur foi relativement en marge de l'Église et qui ont un comportement... Ce sont des puristes quand même, donc ce sont des gens qui veulent pratiquer de manière plus pure leur foi chrétienne. D'une certaine manière, ce sont des moines hors de la clôture. Donc c'est ça qui horrifie les moines, c'est que des gens qui n'ont pas été reconnus, qui sont de simples laïcs, se mettent à se comporter de manière aussi vertueuse d'une certaine manière et revendique en tout cas une certaine pureté dans la foi. Ça, c'est la première phase et c'est la phase qui correspond en gros à l'élaboration d'une première hérésiologie où on s'emploie à définir, c'est le cas par exemple Bernard de Clairvaux, mais aussi l'abbé de Cluny, Pierre le Vénérable. C'est vraiment les 2 personnages les plus centraux de leur époque et tous les 2 se mettent à écrire justement sur les hérétiques en essayant de définir ce que c'est qu'un hérétique au travers de ces pratiques. La deuxième phase, il ne faut pas négliger quand même, parce que vous disiez Lombers, c'est vrai, c'est une sorte de concile, mais qui se transforme très très rapidement en procès, en réalité, et où les hérétiques, en fin de compte, qui sont jugés, à qui c'est ce qui deviendra plus tard, d'une certaine manière, la tâche de l'Inquisition, c'est-à-dire on soumet les accusés à un interrogatoire très serré, on leur pose des questions, comme vous le disiez, et puis à la fin, ils s'en sortent, ils sont relaxés. Bon. Malgré tout, il ne faut pas oublier que dans les mêmes années, ou un petit peu avant, il y a aussi des hérétiques qui ont été brûlés. Les premiers bûchers à Cologne en 1163, un peu avant 1148 en Champagne. Un certain nombre d'hérétiques sont brûlés dès cette époque-là. Malgré tout, donc, une vraie deuxième séquence s'ouvre dans les années 1180. 1190, c'est le moment où le pape et ses légats, donc ses représentants dans les différentes provinces ecclésiastiques de la chrétienté, commencent à se soucier réellement de l'hérésie pour un certain nombre de raisons, notamment parce qu'ils voient bien que les campagnes de prédication qui ont été orchestrées par les moines dans les décennies précédentes, par exemple Bernard de Clairvaux, c'est quelqu'un qui allait prêcher dans le sud de la France pour batailler et convaincre les gens qu'il était mauvais d'adhérer à l'hérésie. Le pape se rend compte de de l'inefficacité de ces grandes campagnes de prédication. Et puis, il y a une autre raison, qui est une raison, dite comme ça, peut-être un peu abstraite et théorique, mais il s'agit pour les papes de cette époque
d'asseoir leur domination sur la chrétienté tout entière. Une domination d'ordre politique. C'est-à-dire, littéralement, une domination spirituelle, mais qui soit aussi, qui transcende les pouvoirs temporels, qui transcende les États monarchiques, les États princiers, mais qui transcende aussi les pouvoirs urbains tels qu'ils se sont autonomisés, justement, dans un certain nombre de régions dans lesquelles l'hérésie est réputée particulièrement forte. L'Italie, la Flandre, la Rhénanie, le Languedoc, ce sont des régions où il y a très peu de pouvoirs centraux. Ça, à mon avis, c'est quand même, c'est vraiment un point essentiel. Contrairement à l'Angleterre et au nord de la France, sont des régions où les pouvoirs centraux sont très très faibles. Autrement dit, il n'y aurait pas pu y avoir des Qatars en Normandie ou à côté de Londres. On peut le résumer comme ça. Il y aura des Lollards plus tard, mais c'est pas la même histoire. C'est pas le même contexte, exactement. Donc ça me paraît être un point important. C'est la naissance de l'hérésie, ou la manière dont l'hérésie est désignée dans un certain nombre de régions, elle est complètement liée à l'équilibre des pouvoirs dans ces régions-là. Et dans ces régions qui sont des régions marquées, soit pour ce qui est du Languedoc, par un émiettement féodal extrêmement fort, où les pouvoirs seigneuriaux sont très ancrés, et puis dans d'autres régions, ou en Rhénanie, en Flandre, dans l'Italie du Nord, où les pouvoirs urbains jouissent d'une relative autonomie, c'est dans ces régions-là que le pape, mais aussi vont lui emboîter le pas très très rapidement. En réalité, dès la fin du XIIe siècle, les États princiers, même en Espagne, commencent à emboîter le pas au pape parce qu'ils voient tout l'intérêt, en fait, de légiférer de manière très sévère contre les hérétiques, de faire mener des enquêtes, de les faire condamner et éventuellement de les envoyer au bûcher. Parce que pour les États eux-mêmes qui sont vraiment en voie de formation à ce moment-là, c'est un moyen d'asseoir une domination d'ordre régalien, on dirait aujourd'hui, dans ces régions-là. Donc ça, c'est une deuxième phase. Et puis, la troisième et dernière séquence, elle s'ouvre avec la croisade albigeoise. Après la croisade, rien ne sera plus pareil, ne serait-ce que parce que, en fait, la croisade, c'est pas très étonnant parce que on va dire que c'est une logique historique qui se retrouve dans d'autres contextes, en d'autres temps. La croisade ne fait qu'accentuer et renforcer en fait l'hérésie qui entre en clandestinité et qui s'organise dans la clandestinité et qui est une hérésie martyre, donc d'autant plus virulente d'une certaine manière, c'est-à-dire que désormais, en fait, pour le dire simplement, désormais les Languedociens ont de réelles raisons d'en vouloir à l'Église et au roi de France, c'est-à-dire il ne s'agit plus, comme 40 ans auparavant, d'être dans une relative invisibilité et de pas vraiment se préoccuper de ce que pense de soi l'Église. Là, on sait désormais très bien ce que l'Église pense, et les États aussi pensent des hérésies. Oui, parce que la croisade, c'est des combats et des tournées d'inquisiteurs et des tournées de prédicateurs. Voilà, c'est tout un appareil répressif qui s'abat sur une région entière des années durant, et encore après, une fois que la croisade est officiellement terminée. C'est pour ça que je dis, la troisième séquence qui s'ouvre avec la croisade, elle est prolongée par l'Inquisition, puisque pour le dire vite, l'Inquisition vient combler les défaillances ou réparer les défaillances de la croisade. La croisade, le pape en est très conscient, il crée l'Inquisition en 1231, c'est-à-dire 2 ans après la fin de la croisade. Ça veut dire qu'il est tout à fait conscient que la croisade n'a pas réussi à démanteler tous les réseaux hérétiques, en particulier dans le Languedoc, mais aussi en terre d'Empire, aussi en Allemagne. Donc l'Inquisition est créée pour ça. Et cette troisième et dernière séquence, elle est assez longue, elle court jusqu'aux années 1310-1320. Ce qui est fascinant là-dedans, c'est que c'est pas cette troisième séquence qui a mis fin à l'hérésie, et c'est pas tellement la répression qui a mis fin, parce que la répression l'a plutôt renforcée. Ce qui y a mis fin d'une certaine façon, en tout cas vous plaidez pour ça dans le livre, c'est une alternative, c'est finalement le franciscanisme en gros, et d'autres formes de religiosité, mais notamment les franciscains, parce qu'à sa façon, François aurait pu très facilement être désigné comme hérétique, un laïc qui se passe de l'Église, qui s'adresse à des foules qui le suivent de façon charismatique, en défiant parfois les autorités pour avoir sa propre règle, indépendamment de la validation par l'évêque, etc. Bon, il y avait tous les ingrédients possibles pour qu'il puisse lui aussi finir au bûcher, sauf que il était très utile d'une certaine manière, lui et son ordre, pour réintégrer dans l'Église certaines aspirations et certaines couches sociales, et du coup, plutôt que la pure répression, c'est répression et alternative avec les ordres mendiants qui ont pu finir par remettre dans le droit chemin la région.
Complètement. Ce qui fait que François d'Assise n'est pas un hérétique mais un saint, c'est le fait qu'il il est immédiatement pris soin de faire valider sa règle par le pape lui-même. Alors c'est un processus qui se fera en plusieurs étapes, mais peu importe. En tout cas, son ordre il s'est tout de suite empressé de faire reconnaître son ordre par l'institution suprême au sein de l'Église, par le pape. Mais effectivement, alors vous avez raison, ça a été pendant longtemps un vrai débat de savoir dans quelle mesure c'est l'efficacité de l'action inquisitoriale qui avait mis fin aux hérésies. Mais comme je le disais à l'instant au sujet de la croisade albigeoise, en fin de compte, un mouvement de résistance ou de rébellion ne peut jamais disparaître uniquement en raison de la violence qui lui est infligée. En réalité, et l'institution ecclésiale a été assez futée ou avisée pour le comprendre, c'est-à-dire que les mêmes ordres religieux qui avaient pris en charge, qui avaient été mandatés par le pape pour prendre en charge l'Inquisition, à savoir les franciscains et les dominicains, ce sont les mêmes ordres religieux qui ont en quelque sorte récupéré l'ennemi, qui l'ont fait rentrer dans le giron de l'Église, en lui proposant notamment, il y a toute une série de raisons très sociales et culturelles qui expliquent cette récupération et cette réintégration des hérétiques dans le giron de l'Église. Une prédication très efficace, réellement adressée notamment aux couches sociales urbaines qui ont été si longtemps marginalisées par l'Église, donc en particulier les marchands, les prêteurs d'argent, mais aussi les gens de loi, des juristes aussi qui avaient adhéré à la dissidence, et donc une prédication leur est directement adressée. De la même manière, alors ça c'est encore Biget qui le dit assez bien, ou qui le dit même très bien, qui dit l'importance que ces ordres-là attachent par exemple à la confession, ça fait les affaires d'une certaine manière de ces populations-là, parce que ça veut dire que ce qui se joue, on peut jouer son rapport à la foi et son rapport à la religion dans un cadre aussi privé et intime que celui de la confession. C'est-à-dire que ne compte plus seulement ce qu'on est, le statut social ou le statut professionnel que l'on a dans le cadre de cette société. En fin de compte, si on va confesser ses péchés à un frère dominicain ou à un frère franciscain, on est en règle avec sa propre religion. Et puis, par exemple, ces ordres-là vont faire aussi en sorte de faciliter l'accès qui était autrefois refusé à ces couches sociales-là, de leur faciliter l'accès à des dignités ecclésiastiques ou faciliter l'accès aux couvents, à ces ordres religieux. C'est-à-dire que chez les franciscains, François lui-même, il était fils de marchand. Hein. Donc, ces dissidents vont pouvoir accéder aussi, se faire frère dominicain, frère franciscain. Et puis il y a une autre raison, il n'y a pas que la récupération ou la réintégration dans le giron de l'Église, il y a aussi le fait que cet État qui est en genèse permanente depuis le XIIe siècle, là aussi propose en fait à ces gens, à ces couches urbaines, notamment aux juristes, leur propose des offices au sein de l'appareil bureaucratique, au sein de l'appareil d'État. Donc c'est une bonne manière, là aussi, de récupérer et finalement d'étouffer en douceur toute tentative de dissidence. Est-ce qu'il n'a pas manqué au Qatar, finalement, ce qu'a trouvé un Luther, des protecteurs puissants, des gens qui puissent les intégrer en tant que tels à leur administration, à leur cour, etc. Alors, certains ont misé un moment sur tel comte ou tel vicomte local, mais du mauvais côté, du côté perdant quand même de la croisade des Albigeois. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer une autre situation dans laquelle, finalement, ils auraient été protégés par le roi de France? Ça a failli se jouer avec Philippe le Bel au moment où il était en conflit avec le pape. Hein. Il a pu se dire à un moment, finalement, les ennemis de mon ennemi
peuvent être mes alliés ponctuels. Donc voilà, Oui. est-ce qu'on peut imaginer d'autres configurations? Est-ce que de toute façon la logique ecclésiale d'imposition d'une norme était tellement forte que quoi qu'il arrive, ça aurait fini par être Je écrasé? crois que vous avez tout dit, c'est là-dessus d'ailleurs que je finis mon livre, c'est effectivement, ça ne s'est pas passé comme ça se passera 3 siècles plus tard, ou disons 2 siècles, plutôt 2 siècles plus tard avec les réformés, c'est-à-dire qu'aucun prince n'a proposé sa protection à ces dissidents, qui, il faut le dire aussi, donc bon, on pourrait dire, mais c'est une manière de botter en touche et de m'éviter d'imaginer un contre-scénario, mais on peut dire qu'il était trop tôt, en fait, pour qu'une telle dissidence prenne de l'ampleur et devienne, en fait, une religion d'État, ou même de petits États, comme ce sera le cas ensuite pour les réformés. Donc vous avez raison en disant que, d'une certaine manière, la domination ecclésiale et des normes de l'Église, y compris sur des États, pour le coup, pourtant aussi puissants et avec une volonté d'indépendance, comme ça a été le cas de Philippe le Bel, dont on connaît évidemment le conflit majeur avec la papauté. Mais qui avait aussi besoin des catégories d'hérésie pour faire condamner ses propres ennemis. Donc oui, finalement, lui aussi, exactement. Cette configuration mentale dans laquelle on extirpe les ennemis du royaume, du roi, de l'autorité, parce qu'ils ont accompli des rites mauvais, les Templiers, d'une certaine façon, Absolument. c'est pas la même chose, c'est pas du tout le même groupe, mais les instruments de répression étaient devenus disponibles. Philippe le Bel, c'est un mini-imitateur. Alors ça, c'est les travaux notamment de Julien Théry qui l'ont montré. Philippe le Bel, c'est d'abord et avant tout un imitateur du pape, du pouvoir pontifical. Il lui emprunte d'ailleurs la plupart de ses notions ou de ses catégories juridiques. Et justement, Philippe le Bel, c'est quelqu'un qui va utiliser l'hérésie, l'arme de l'hérésie, l'instrument de l'hérésie, pour organiser de gigantesques procès politiques, y compris contre les Templiers, et évincer ainsi ses adversaires. Donc, on voit bien que ce sont des pouvoirs qui ne peuvent pas encore complètement s'émanciper des cadres de l'Église. Merci beaucoup Arnaud Fossier. Est-ce que pour terminer, vous auriez un conseil de lecture que vous voudriez partager? Oui, alors je peux vous indiquer le dernier livre que j'ai lu en date, qui n'est pas un livre d'histoire, mais qui est quand même un livre d'enquête qui est passionnant et d'une enquête extrêmement fouillée, qui est l'enquête menée par Saviano sur Giovanni Falcone, donc le juge antiterroriste. Anti-mafia? Antiterroriste. Mais vous voyez, vous allez voir que... Victime du terrorisme et oui, anti-mafia. voilà, c'est ça, exactement. Le juge anti-mafia. Mais vous allez voir pourquoi je commets le lapsus, et qui donc meurt en 92, donc assassiné par la mafia. Il y a quand même un tout petit lien entre ce conseil de lecture, donc c'est vraiment un livre qui se dévore, qui est passionnant, mais un lien au sens où l'un des titres que je donne au chapitre de mon livre est le titre Maxi Procès, en référence, alors c'est un rapprochement qui a ses limites, mais je laisserai au lecteur découvrir ça, mais en référence justement au Maxi Procès qu'ont permis les juges anti-mafia dans les années 80. Je crois que le Maxi Procès, il s'ouvre en 1985, et c'est ce procès au cours duquel comparaissent sur le banc des accusés des centaines de mafiosi. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté l'émission. Rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour retrouver l'intégralité des épisodes et des séries thématiques. Rendez-vous également une semaine sur deux le vendredi avec Alexandre Jublin sur le fil du collimateur pour le podcast d'histoire de la guerre et des conflits armés, Le fil de l'épée. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur le podcast, notamment sur iTunes ou Spotify. Et à bientôt pour un nouvel épisode.